Ravi de vous retrouver en direct ici à Saint-Malo, au pied du Palais du Grand Large, sur ce Forum économique breton, quatrième du nom, quatrième édition. Bonjour Cédric Malingros, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du secrétariat général et de la communication institutionnelle d'Arkéa Crédit Mutuel. Arkéa Crédit Mutuel, vous êtes mais largement la première banque de Bretagne, la banque d'un Breton sur deux, en quelque sorte. Alors la banque, bonjour Damien déjà, et effectivement, parfaitement implantée en Bretagne, la banque d'un Breton sur deux, la banque de 2 entreprises sur 3 également en Bretagne, une banque territoriale qui a son siège social au Relecq-Kerrion, à côté, dans la banlieue de Brest, et l'essentiel de ses équipes d'ailleurs installées au Relecq-Kerrion, c'est-à-dire que ce n'est pas un siège social de façade, c'est vraiment le siège social où on est installé. Il n'y a personne à Paris ? Et on a quelques équipes à Paris, mais la Bretagne, on est 11 500 dans le groupe, il y a à peu près 7 000 collaborateurs qui sont en Bretagne et environ 3 500 qui sont à Brest ou dans la banlieue brestoise. Question de néophyte, j'allais dire presque de parisien, c'est facile de recruter, d'avoir des jeunes et de leur dire c'est à Brest, voilà, c'est formidable, c'est une des plus... Alors, c'est en général facile, et notamment pour les Bretons ou la diaspora bretonne parfois, parce qu'on a aussi beaucoup de Bretons qui reviennent après leurs études à Paris. C'est un peu plus compliqué sur certains métiers d'expertise, mais on offre des carrières passionnantes. Et vous êtes arrivé qu'on vous dise « Ah non, moi je ne travaille pas à Brest ». Alors c'est arrivé, ça arrive de moins en moins. Alors la période Covid nous a bien aidés d'ailleurs, et on voit d'autres entreprises qui s'installent à présent à Brest, voire des grands groupes de conseil internationaux qui ont choisi Brest parce que ça coche beaucoup de cases, d'équilibre de vie pro, vie perso, qualité de vie formidable, qualité de vie qui est incroyable, et puis on offre des métiers qui sont des métiers intéressants à l'équivalent de ce qu'on peut offrir en région parisienne finalement. Ouais. Métier en tension ou pas? Vous avez du mal à recruter? On a plus de difficultés sur certains métiers de forte expertise du domaine de la finance, qui sont des métiers, pour ce qui concerne la France, très parisiens finalement. Et donc on a un peu plus de mal à attirer certains profils très experts. Des difficultés aussi sur les métiers commerciaux, mais un petit peu comme tout le monde. Mais je dirais qu'on tire plutôt bien notre épingle du jeu par rapport à d'autres entreprises du même secteur. Et puis on ne le dira jamais assez, la Bretagne est pratiquement une zone de plein emploi, hein. On l'a rappelé ce matin à de nombreuses reprises. La Bretagne est une zone de plein emploi, même de tension immobilière maintenant, parce qu'on a eu beaucoup de phénomènes migratoires. Et là aussi, la période Covid a joué un rôle d'attraction importante, et les gens se sont dirigés vers les côtes, et je pense qu'ils y trouvent un certain bonheur. Alors, Arkéa Crédit Mutuel, vous venez ça fait 2 ans à peu près, de mettre en place une filière maritime. Ça consiste en quoi ? Alors c'était presque une évidence en fait, je dis presque parce qu'on ne l'avait pas fait avant, donc ça n'était pas tout à fait. Cette filière maritime, elle a pour objet de mettre en énergie et en synergie l'ensemble des acteurs qui travaillent pour le domaine maritime au sein du groupe. Alors on n'a pas attendu la création de cette filière maritime pour travailler pour le maritime. Aujourd'hui, on finance à peu près un patron pêcheur sur 5 au travers du Crédit Mutuel de Bretagne. C'est 1400 entreprises qui sont accompagnées par les entités de Crédit Mutuel Arkéa. Mais on a senti ce besoin de structurer différemment notre approche et finalement de participer plus complètement à l'écosystème marin ou à l'écosystème maritime en s'organisant, en faisant que les gens se connaissent, se rencontrent, partagent leurs expériences et une démarche commune pour servir nos clients du maritime. Et vous avez aussi vos propres intervenants, vos propres interventions. Vous me parliez hier, par exemple, d'une aide pour les pêcheurs à consommer moins sur les bateaux, à trouver des solutions environnementales plus pérennes dans le temps. Effectivement, c'est un autre aspect et qui explique aussi la genèse de cette filière maritime, c'est qu'elle rejoignait, alors on l'a pas dit jusqu'alors, mais on est également une banque à mission, une entreprise à mission, une banque à mission, c'est-à-dire qu'on s'est doté
d'engagement. Et dans ces engagements, il y a des engagements assez forts sur l'ancrage territorial et l'accompagnement dans les transitions écologiques, qui sont deux moteurs importants de notre raison d'être. Et effectivement, ces filières maritimes, elle nous permet également d'exprimer ou d'atteindre, de poursuivre l'atteinte de ces engagements. Et ça se traduit par des offres tout à fait concrètes que vous citez. On a une offre qui est effectivement de financement de l'accompagnement à la transition. Alors, ça peut être la transition hydrodynamique, la transition en matière de motorisation des flottes de pêche, mais on a également d'autres offres comme ça qui permettent de l'accompagnement. Alors là, on a cité le domaine maritime, mais on accompagne aussi les agriculteurs avec du financement de bilan carbone pour accélérer la transition énergétique. Parlons également, et restons sur le domaine maritime, des CITEC. Alors bon, anglicisme évidemment, mais vous en accompagnez, vous en aidez certaines, vous avez certains exemples intéressants ici en Bretagne qui sont totalement novatrices. Alors effectivement, j'aurais une foultitude d'exemples. On a fait le choix, lors de la structuration de la filière maritime, de se doter de 8 filières. Alors classiques, la pêche, l'aquaculture, le transport, les ports. Et on a identifié une 8e qui est un petit peu centrale finalement par rapport aux autres, qui sont les CITEC. Parce qu'on est persuadé que le domaine de l'innovation est finalement un élément qui peut nous permettre, sur l'ensemble des filières qu'on a décrites, d'accélérer le changement, d'accélérer la transition énergétique, d'être vecteur de nouvelles solutions pour ce monde maritime. Et ce domaine des CITEC, il est absolument passionnant, parce que souvent, c'est des toutes petites structures qui sont nées dans des garages. Alors, quelques exemples, et vraiment des exemples sympas. On accompagne une entreprise qui s'appelle Cyber, par exemple, qui disrupte le monde du drone maritime. Alors, là où tout le monde fait des gros drones qui coûtent très cher, eh bien, eux, ils ont fait le choix de petits drones. Ça fait à peu près 1 mètre. Ils sont sympas. En plus, ils sont rose fluo. Et ça disrupte complètement le monde du drone, y compris pour des utilisations de défense et d'utilisation civile. Dans moins d'une demi-heure, j'interroge le PDG de Naval Group. Il va être content de vous entendre. Vous parler de Cyber, parce qu'il doit bien le connaître. C'est aussi une entreprise comme Emarina qu'on accompagne. Emarina, ils font des substituts sanguins ou des produits sanguins à partir de vers marins. Alors ça peut paraître étonnant. Ça paraît pas très ragoûtant. Mais en tout cas, c'est extrêmement performant et ça sauve des vies. Et là aussi, il y a des applications civiles évidentes, mais aussi des applications militaires, parce que ça intéresse beaucoup les militaires dans le cadre de soins de blessés sur le terrain d'opération, absolument. On pourrait citer également l'exemple d'Eolink qui disrupte là aussi l'hydrolien et notamment la production d'hydroliennes. On connaît les grands champs d'hydroliennes qui sont des hydroliennes massives, et une entreprise comme Eolink fait des petites éoliennes assez mobiles. Voilà, des exemples passionnants de sociétés qui disruptent vraiment le modèle et qui montrent que la filière maritime et le domaine des CITEC est un acteur tout à fait pertinent pour accélérer les transitions écologiques. Quand vous dites accompagner, ça peut aller jusqu'à investir dans ces startups, dans ces CITEC. Absolument, ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre la forme d'un financement traditionnel, ça peut prendre la forme du crédit bail, et ça peut prendre également la forme d'investissement en capital, puisqu'on a des sociétés dans le groupe, des filiales de capital investissement. Et dans les noms que je vous ai cités, eh bien, on accompagne certaines par du financement classique et d'autres par de l'investissement en capital. Alors, autre investissement que vous avez fait et que vous suivez particulièrement, ce matin on avait Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF. Vous investissez aussi dans le train. Alors, c'est pas la Bretagne, mais c'est le Sud-Ouest. Alors, c'est pas la Bretagne, c'est pas le maritime, mais effectivement, on a fait le choix d'investir dans le train, et ça porte vraiment le nom Le Train. C'est une compagnie ferroviaire. C'est une compagnie ferroviaire alternative qui se monte alors principalement dans le Sud-Ouest
qui utilisent des lignes qui sont jugées pas rentables ou pas intéressantes par la SNCF. Et donc, ils montent cette offre alternative qui permet d'effectuer des trajets qui ne sont pas effectués par la SNCF. Donc, compagnie ferroviaire privée. Ça pourrait concerner d'ailleurs bientôt la Bretagne. Ah, effectivement, on n'est pas à l'abri qu'il y ait et peut-être même qu'on pourrait encourager le fait qu'il y ait l'équivalent en Bretagne. Vous me parliez en off, par exemple, on pourrait envisager, je ne sais pas, des Rennes-Bordeaux, des choses comme ça, des lignes transversales. Alors effectivement, dans ce qui est envisagé, il y a des Rennes-Bordeaux. En fait, tout ce qui n'intéresse pas les SNCF, et donc principalement les lignes effectivement transversales ou latérales, qui évitent de passer par Paris. Et donc là, on fait du vrai transport décarboné, puisque c'est du train, et un vrai moyen de partage et d'échange entre les régions. Vous êtes une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour Arkea Crédit Mutuel? Ce n'est pas seulement qu'un mot. Alors, vous n'êtes pas des philanthropes non plus, mais entreprise à mission, ça veut dire quoi? Alors, entreprise à mission, ça veut dire qu'on a fait le choix d'inscrire dans nos statuts une raison d'être, mais d'inscrire également des engagements. On s'est doté de 5 engagements. Donc, inscrits dans les statuts, ça veut dire qu'on leur donne une force assez importante, et même une force par rapport à la loi, une opposabilité par rapport à la loi, et ça nous engage fortement. On posait la question, c'est quoi la différence entre ne pas être entreprise à mission et l'être devenu? C'est la même chose en fait entre l'entraînement et la compétition. On est en compétition, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs et on se doit de les atteindre. Et dans nos 5 engagements, le premier, alors vous disiez on n'est pas des philanthropes, c'est vrai, on n'est pas des philanthropes. Le premier engagement justement, c'est un engagement de performance globale, c'est-à-dire à la fois de performance économique, mais également de performance sociétale et environnementale. Et donc on mesure désormais les deux. Et on souhaite accroître notre performance financière, évidemment, mais également la regarder ou la comprendre dans une logique de performance globale, c'est-à-dire y associant l'impact environnemental et sociétal. Il vous arrive, par exemple, je vous coupe, pardon, mais de sélectionner certaines entreprises en fonction de leur bilan carbone. Les assureurs commencent à faire ça. Dire, on ne vous assure plus parce que non, vous n'êtes pas dans l'air du temps, vous ne faites pas ce qu'il faut. Alors effectivement, et on le fait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a lorsqu'on regarde des contreparties, lorsqu'on regarde nos investissements dans un certain nombre de contreparties, il y a un volet bien évidemment financier. On regarde la solidité de l'entreprise et il y a un volet, mais qui est tout aussi important, qui n'est pas moins important ou plus important, mais tout aussi important, où on va regarder un certain nombre d'indicateurs ESG, donc environnementaux, sociétaux, de gouvernance, et une évaluation de ces critères ESG qui pèsent à l'identique des critères financiers dans nos choix d'investissement. Et il arrive aussi qu'on procède à un certain nombre de renoncements sur des secteurs qu'on considère pas pertinent du point de vue du progrès environnemental ou sociétal. Le charbon, par exemple, chez vous, c'est terminé. Le charbon, alors on est en sortie avec un objectif de sortie totale à 2027. Ça veut dire qu'on a déjà engagé les actions de sortie et qu'en 2027, on n'aura plus d'acteurs engagés dans le charbon chez nous. Le pétrole, c'est 2030. En tout cas, sur le pétrole non conventionnel, on a une sortie qui est programmée à 2030 et donc on exclut progressivement l'ensemble des acteurs qui sont engagés dans le pétrole non conventionnel. La transition agricole, là aussi vaste sujet. Lors de la plénière d'ouverture ce matin, on avait un jeune agriculteur qui nous disait mais arrêtez de nous stigmatiser. On est là aussi pour nourrir un pays de près de 70 millions d'habitants. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce domaine ? Alors on peut faire pas mal de choses. Déjà, de manière globale, sur la transition environnementale, un banquier peut faire pas mal de choses parce qu'il a un grand pouvoir, le banquier, c'est de faciliter les opérations en finançant ou en ne finançant pas les opérations. Donc on a un vrai pouvoir de choix et d'arbitrage. Et en matière d'agriculture, on est dans des logiques d'accompagnement. Sur des cycles longs, un cycle agricole, c'est un cycle d'une génération en fait. C'est l'agriculteur qui s'installe aujourd'hui, qui va travailler ses champs pendant 30 à 40 ans. Donc c'est des cycles longs et il faut accompagner ces acteurs dans les transitions. Et très concrètement, ce qu'on fait, une des premières actions qu'on a engagées, c'est le cofinancement ou le financement de bilan carbone, pour permettre plusieurs choses. Déjà, une certaine pédagogie du monde agricole de leur impact sur l'environnement et également la génération de plans d'action
qui vont permettre d'améliorer les exploitations. Donc ça, c'est un exemple de première action ou de première offre d'ailleurs qu'on a promue, qui est permettre aux agriculteurs de financer ou de cofinancer leur bilan carbone et donc savoir exactement où ils en sont et comment ils peuvent agir sur leurs installations. La création de valeur, encore une fois, n'est pas que financière. On est d'accord. Elle est globale, elle inclut effectivement, on n'est pas des philanthropes, je le redis, c'est-à-dire qu'on est soucieux de la rentabilité financière parce que c'est elle qui va permettre de financer cet impact qu'on veut sur l'environnement ou la société. Alors, il y a aussi un secteur qui vous tient à cœur, c'est le sport et la voile. Alors ici, attention, hein, c'est la route du Rhum, là, à Saint-Malo. Vous allez lancer Arkea Ultimate Challenge. Ça va partir début d'année prochaine, je crois. Ça part le 7 janvier, rendez-vous le 7 janvier à Brest. À Brest, ouais. Et ça consiste en quoi ? Eh bien, ça va être la nouvelle référence en termes de course large, puisqu'il s'agit d'un tour du monde en solitaire. Et à la différence du Vendée Globe, là, ce sera sur des bateaux qu'on appelle les ultimes, c'est-à-dire les plus grands multicoques au monde, les plus rapides, les plus extrêmes. Et donc, cette course de tous les superlatifs, elle part le 7 janvier de Brest, donc chez nous. À la maison. C'est un vrai projet, là aussi, territorial. Et on pense revoir les bateaux au bout de 40, 50 jours et revenir à Brest. Voilà, Saint-Malo est prévenu. Hein. Saint-Malo peut être jaloux. Bon, il nous reste quelques minutes. Comment est-ce que vous jugez l'état de l'économie française en général ? Ce matin, le nouveau patron du MEDEF nous disait... Ça va, mais on regarde par exemple de très près le bâtiment, qui pose question. Votre réflexion là-dessus ? Alors notre réflexion là-dessus, c'est qu'on vit après des années d'argent relativement facile avec les taux bas, voire même les taux négatifs. On a vécu une période d'accroissement assez brutale des taux d'intérêt qui ont vocation à freiner l'économie et à freiner l'inflation, mais donc à freiner un petit peu l'économie et finalement la capacité. Ils montent toujours ? Ils ont bien monté, ils semblent stagner un petit peu et je pense qu'on a peut-être atteint une limite parce que une limite d'acceptabilité sociale également. Ils ne peuvent pas monter jusqu'au ciel. Alors, je sais pas C'est-à-dire que si les particuliers ne peuvent plus emprunter, ce n'est pas votre intérêt non plus. Il y a un moment, il y a un vrai souci pour la société entière. Voilà. Donc il y a un point de vigilance par rapport à cette montée qui a été très brutale et qui forcément met un petit coup de frein au secteur d'investissement. Donc de la vigilance, pas d'inquiétude particulière, mais de la vigilance, et notamment certains secteurs qui sont plus exposés que d'autres. La promotion immobilière, on voit qu'elle est assez challengée en ce moment, et que la construction du neuf, le bâtiment, comme le disait ce matin le président du MEDEF, sont des secteurs qu'on regarde de près. Mais vous continuez à prêter, même si vous regardez davantage les dossiers de prêt ? Alors absolument, on continue à être prêteur et largement prêteur. Alors les volumes se sont réduits parce que le marché s'est réduit, mais on continue d'être en meilleure position en termes de prêts que la place financière. La diminution sur le crédit habitat est à peu près de 40% sur le marché, là où on est à moins 26%. Après une année qui était une année exceptionnelle en plus en termes d'octroi de crédit, donc on est revenu à un niveau qui est quasiment un niveau standard, là où le marché a fortement décru. Eh bien, merci beaucoup. Merci Cédric Malingros, secrétaire général responsable de la communication institutionnelle d'Arkea Crédit Mutuel. Merci à tous et on se retrouve dans peu de temps sur FEB TV.